Bonjour à tous et toutes les maestros du potager, très heureux de vous retrouver au rendez-vous des passionnés du potager. Avant de rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, on a deux grandes nouvelles à vous annoncer. Ah oui, et pas des moindres. La première, c'est un projet qui nous occupe depuis, 5 mois maintenant? C'est ça. Et ça y est, on y est. Notre tout premier cahier potager pour la saison 2026 sera disponible chez vous dès le début de la semaine prochaine. On est surexcités. On vous prépare une émission entière la semaine prochaine, rien que pour ça, pour le présenter en détail. Mais histoire de vous mettre l'eau à la bouche, imaginez un peu un véritable couteau suisse pour le jardinier. Tout à fait. Il y aura 50 fiches de culture pour vos légumes préférés, et le petit plus, c'est que chaque fiche donnera un accès direct à l'émission audio qui correspond. Il y aura aussi le calendrier lunaire 2026 et, ce dont on est particulièrement fier, des tableaux de gestion uniques qui vont vraiment vous simplifier la vie au potager. Mais attendez, ce n'est pas tout. Non, ce n'est pas tout. La deuxième excellente nouvelle, c'est qu'on lance sur notre chaîne YouTube des masterclass entièrement gratuites. Oui, l'idée, c'est de vous proposer des contenus très visuels, avec des présentations graphiques, des explications condensées, simples et accessibles à tout le monde. D'ailleurs, la toute première masterclass sera consacrée à notre sujet du jour, l'utilisation, mais aussi la fabrication des cloches potagères. Allez, on en reparle très vite et maintenant, revenons à nos cultures. Effectivement, aujourd'hui, on se penche sur un accessoire qui a une histoire fascinante, la cloche de jardin. Bah oui, la cloche. Quand on dit ça, on pense tout de suite à ces vieux jardins de curé, n'est-ce pas? Une image un peu désuète du 19e siècle. C'est exactement ça. On la voit presque comme un objet de déco, un petit bibelot pour donner un charme rétro à son potager. Et pourtant, elle fait un retour en force, et ce n'est pas qu'une question de mode, on le sent bien. Au-delà de l'esthétique, il doit y avoir une efficacité redoutable. Loin d'être un simple gadget, la cloche est un outil d'une polyvalence assez incroyable. On peut lui trouver, disons, 4 grandes fonctions. Sa première mission, la plus fondamentale, c'est d'être un véritable garde du corps pour les plantes. Un garde du corps, j'aime bien l'image. Je pense tout de suite au gel tardif d'avril qui peut anéantir des semaines de travail en une seule nuit. Exactement contre ça. Le froid, le gel, la neige, la grêle, elle crée une sorte de bulle de protection. Mais il y a aussi le vent. Mhm. On le sous-estime souvent, mais le vent peut dessécher et stresser terriblement un jeune plant. La cloche est donc précieuse au début du printemps, mais aussi en automne, pour prolonger un peu les récoltes. D'accord. Et j'imagine que ce garde du corps, il ne s'occupe pas que de la météo. C'est une barrière physique redoutable. Pour une limace ou un escargot, une cloche bien posée, c'est une forteresse. Imprenable. C'est ça. Elle protège aussi les semis des oiseaux qui adorent les jeunes pousses et elle va dissuader les chats ou les petits mammifères de venir grignoter les plantules qu'on vient de repiquer. Bon, la protection, c'est très clair, c'est un bouclier. Quel est son deuxième grand rôle? Son deuxième rôle est presque magique, c'est le forçage des cultures. En fait, la cloche agit comme une mini-serre individuelle. D'accord. Elle capte l'énergie du soleil pendant la journée, elle chauffe la terre et l'air à l'intérieur, et la nuit, elle retient cette chaleur. Ça évite les trop grands écarts de température. On crée un microclimat sur mesure pour chaque plante en quelque sorte. Et le bénéfice concret, c'est qu'on gagne du temps. Énormément de temps. Ce surplus de chaleur et l'humidité, ça accélère considérablement la croissance. C'est parfait pour les légumes un peu frileux. Les tomates, les courgettes. Tomates, courgettes, concombres, melons, on peut les planter en pleine terre bien plus tôt au printemps. Le résultat, c'est qu'on peut avancer ses récoltes de 2 à 4 semaines. C'est énorme. Il faut savoir que les maraîchers parisiens du 19e siècle, ils utilisaient des milliers de cloches en verre pour approvisionner Paris en salade fraîche toute l'année. Ce n'était pas un outil d'appoint, c'était vraiment le cœur de leur système. C'est incroyable. On a donc protection et forçage. Quelle est la troisième fonction? La troisième est un peu plus technique, mais très puissante. C'est une aide au bouturage. On appelle ça le bouturage à l'étouffée. À l'étouffer. Ça sonne un peu brutal pour une petite plante. Le terme est plus impressionnant que la réalité en fait. En plaçant une cloche sur une bouture, on crée une atmosphère confinée, saturée en humidité. Mhm. Cette humidité très élevée empêche la bouture de se dessécher par ses feuilles, vu qu'elle n'a pas encore de racines. Ça lui laisse tout le temps et l'énergie pour développer son système racinaire. Le taux de réussite est spectaculairement plus élevé. Et il nous reste une quatrième fonction. Oui, la dernière, plus spécifique, et qui touche à la gastronomie. C'est le blanchiment des légumes. Ah, Pour ça, on n'utilise plus une cloche transparente, mais une cloche opaque, traditionnellement en terre cuite. le blanchiment. En la plongeant dans le noir, on stoppe la photosynthèse, donc la production de chlorophylle.
La plante puise dans ses réserves, ses tissus s'étiolent, deviennent plus blancs et surtout beaucoup plus tendres. D'accord. Et l'autre effet, c'est qu'elle produit moins de substances amères. Donc on modifie le goût et la texture. Et pour quels légumes c'est intéressant? C'est une technique classique pour le cardon, le céleri à côte, certaines chicorées, ou même le pissenlit pour le rendre moins amer. La durée varie. 1 semaine pour une chicorée, mais ça peut aller jusqu'à 5 semaines pour un cardon. Maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. J'imagine qu'il n'y a pas qu'un seul type de cloche. Comment on s'y retrouve? Effectivement, le choix du matériau dépend vraiment de l'usage. On trouve principalement 4 grandes familles. Le verre, le plastique, la terre cuite et puis le grillage. Commençons par la plus emblématique, la cloche en verre. C'est celle des cartes postales. Quels sont ses arguments? Bon, son premier argument, c'est clair, c'est son esthétique. Elle a un charme fou. Techniquement, sa transparence est parfaite pour le forçage. Oui. Et son poids, qui peut être un inconvénient, c'est aussi un avantage. Elle est très stable, elle ne s'envole pas au premier coup de vent. Mais j'imagine que ce poids, justement, pour quelqu'un qui a un grand potager, déplacer 10 cloches en verre, ça doit être du sport. C'est exactement ça. La manipulation est délicate, elle est fragile, un coup de binette et c'est fini. Son coût est aussi bien plus élevé. Et un point technique crucial, la plupart n'ont pas de système d'aération. Ah d'accord. Donc, il faut penser à les soulever chaque jour, sinon, gare à la condensation et aux maladies. Passons à sa version moderne, la cloche en plastique. Oui, le plastique a démocratisé la cloche. Les avantages sont pragmatiques. Légèreté, prix très abordable, bien meilleure résistance au choc. Mhm. Et surtout, la quasi-totalité des modèles ont un aérateur réglable sur le dessus. Ça simplifie énormément la ventilation. C'est le choix de la raison, en quelque sorte. Mais ses défauts. J'ai un souvenir d'une matinée de printemps venteuse où j'ai passé plus de temps à courir après mes cloches qu'à jardiner. C'est le principal inconvénient de sa légèreté. Si elle n'est pas bien ancrée, elle se transforme en cerf-volant. C'est ça. Et puis, bon, l'esthétique est moins valorisante et sa durabilité est limitée. Les UV finissent par le rendre cassant. D'accord. Et la terre cuite, on l'a évoqué pour le blanchissement, est-ce qu'on peut l'utiliser pour autre chose? C'est vraiment son domaine d'excellence. Son opacité est parfaite pour ça. Mais du coup, elle est totalement inadaptée au forçage, qui a besoin de lumière. Logique. Son autre point faible, c'est sa sensibilité au gel. La terre cuite est poreuse, elle se gorge d'eau, et si ça gèle, ça peut la faire éclater. Il faut donc impérativement les rentrer en hiver. On termine ce panorama avec une option un peu plus système D. La cloche en grillage. Là, on sort complètement de l'effet que serre. Totalement. Une cloche en grillage, c'est avant tout un bouclier mécanique contre les animaux. Imbattable contre les oiseaux, les rongeurs, les chats. D'accord. Son gros avantage, c'est que l'air circule parfaitement. Donc aucun risque de maladie. Mais seule, elle n'offre aucune protection contre le froid. Aucune. Mais c'est là qu'elle devient géniale. On peut l'adapter. On la recouvre d'un voile d'hivernage et elle protège du froid. On met un film plastique et on la transforme en cloche de forçage. C'est la solution la plus économique et la plus modulable en fait. Exactement. Le tour d'horizon est très clair. Une fois qu'on a fait son choix, il y a sans doute des règles d'or à respecter. Quelles sont les erreurs à éviter? La première erreur, la plus classique, c'est d'oublier de l'enlever. Il faut bien comprendre le timing. On met la cloche quand il fait frais. Mais dès que le soleil tape, Il faut la retirer. il faut l'aérer ou la retirer, oui. Sinon, la température à l'intérieur peut monter à 40 ou 50 degrés Celsius en quelques minutes et littéralement cuire la plante. L'aération est donc le maître mot. C'est fondamental. Une condensation excessive, c'est la porte ouverte au mildiou. Donc on ouvre les aérateurs chaque matin. Pour les cloches sans aérateur, l'astuce, c'est de glisser une petite cale sous un côté. Et pour mon problème de cloche volante? La fixation, c'est le troisième point clé. Il faut les ancrer, avec des piquets, des sardines de camping, ou simplement en enfonçant leur base dans la terre. D'accord. Et enfin, ne pas oublier que la cloche, c'est un abri temporaire, une nurserie. Dès que la plante est assez forte, on la retire pour qu'elle s'endurcisse. C'est logique. Pour ceux qui aiment le recyclage, est-ce qu'on peut fabriquer ses propres cloches facilement? Absolument, et c'est une excellente démarche. Le plus simple, c'est la cloche-bouteille. On prend une grande bouteille d'eau en plastique, 5 ou 8 litres. Oui. On peut enfoncer la base dans la terre, ça fait une barrière anti-limaces en plus. On peut percer 2 trous pour y glisser une sardine et la fixer. Et une astuce que j'aime bien, laisser l'étiquette, ça créera une ombre partielle. C'est malin. Et si on veut quelque chose de plus durable que le plastique?
La cloche en grillage, on peut la faire soi-même. Bien sûr. Il faut du grillage à poule à maille fine, une bonne pince coupante, du fil de fer et, j'insiste, des gants de protection. On coupe un rectangle, on le roule en cylindre. Ensuite, pour le dôme, on pince et on rabat les mailles du haut vers le centre et on les lie solidement. C'est un peu de travail, mais on obtient une cloche quasi éternelle. Si ce sujet vous intéresse, vous trouverez un excellent article sur potagermaestro.fr. Le lien est dans le descriptif de l'émission. Et avant de conclure, j'aimerais proposer une petite pensée. On a parlé du blanchiment, cette technique qui prive la plante de lumière pour réduire son amertume. Oui, Mais il faut se souvenir que ces substances amères, ce sont souvent des défenses naturelles de la plante, riches en antioxydants, et donc bénéfiques pour notre santé. La question à méditer est donc la suivante. Dans notre quête de saveurs toujours plus douces, jusqu'où est-il souhaitable de modifier le caractère naturel et peut-être les vertus de nos légumes ? c'est une question passionnante qui ouvre tout un débat. Merci beaucoup pour cette analyse très complète. Il est temps pour nous de refermer ce dossier. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Au revoir et à très bientôt au jardin.